Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce grand débat de l'Anacofi très atypique. C'est la première fois que nous le faisons dans nos locaux et encore plus dans la plus petite des salles de réunion. J'espère que vous passerez un bon moment et que vous apprendrez pas mal de choses. L'année a été compliquée, je pense, pour tout le monde. Donc, nous avons choisi un thème extrêmement simple. Le thème, c'est faire le point sur cette année 2020 qui se termine, et puis essayer de discuter. Alors, d'un sujet qui est comment redémarrer. Le choix que nous avons fait, c'est de faire ce grand débat qui va être un peu sur les sujets stratégiques. Pas forcément spécifiquement CGP ou CFE, mais plus globaux. Et puis, ils auront un petit frère en février, une conférence de l'entreprise, où là, on sera plus en mode atelier, où on reviendra sur certaines de ces thématiques, mais quand on met les mains dans le cambouis, si je puis dire, sur quelques sujets. Comment on fait, qu'est-ce qui se passe, et là, pour le coup, on sera beaucoup plus pratique pour des métiers qui sont proches des nôtres, puisque je le rappelle, les conférences de l'entreprise s'intéressent aux accompagnants des chefs d'entreprise et des entreprises elles-mêmes. Voilà pour cette petite explication de comment ça va fonctionner. Je vais vous souhaiter passer d'aussi bonnes fêtes que possible en cette année compliquée. Profitez bien de Noël, puisque le Nouvel An doit rester encore plus raisonnable que Noël. Si on doit essayer de parler de cette conférence, on va voir quand même que tout n'a pas été possible pour les uns et les autres cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons été surpris par ce qui nous est à tous arrivé. Les conseils en gestion de patrimoine, les conseils en finance d'entreprise, mais comme beaucoup d'autres entreprises. Certains projets ont dû être arrêtés pour certains d'entre nous, et nous espérons qu'en 2021, nous pourrons déployer certains de ces projets arrêtés, même si l'un des constats que l'on peut déjà faire, c'est que du coup, nous avons fait plein d'autres choses qui n'étaient pas au programme au départ, et qu'il aurait peut-être fallu faire un jour. Donc une partie de notre évolution, de l'évolution de nos entreprises qu'on aurait pu imaginer un jour, a été réalisée cette année. Nous verrons après si ça a été bien fait, s'il faut aller plus loin ou pas, mais voilà, il va exactement de même pour l'Anacofi. L'Anacofi a, sur certains points de son plan de réorganisation, travaillé depuis 2 ans, avancé plus vite qu'elle ne l'avait prévu cette année, et puis sur d'autres aspects, elle a été ralentie. Petite information qui est très spécifique à nos membres, les réadhésions commencent demain, et avec le nouveau système digital de l'Anacofi, on croise les doigts, si ça fonctionne, tout va bien, si ça ne fonctionne pas, eh bien, nous aurons un certain nombre de râleries, mais le nouveau CRM et le nouveau intranet seront mis en ligne demain, et dans la foulée, les réadhésions commenceront. Parfois, on croise les doigts compte tenu des difficultés techniques de passage d'un système à l'autre que nous avons rencontré depuis un moment, mais Débaucha pourra revenir là-dessus, notre secrétaire général qui a aussi géré la mise en œuvre de la partie du projet digital. Donc Lionel Corr et M. Holroyd, le député Holroyd, s'excusent. Ils étaient prévus, ils avaient l'intention de venir, mais l'un comme l'autre ont été l'un retenu à l'Assemblée nationale et l'autre retenu par une réunion, je ne sais pas laquelle, mais par une réunion qui ne pouvait pas se finir du coup à cette heure-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Je remercie tous les panélistes qui ont accepté de se joindre à nous. Chaque année, nous arrivons à réunir des gens des autres organisations professionnelles, des régulateurs et de la sphère politique. Cette année encore, alors merci à vous tous. Il y en a quelques-uns que nos membres commencent à connaître à force de les voir dans nos débats, et puis il y en a quelques autres qui le voient un peu plus rarement. Merci à vous tous. J'espère que nos échanges à tous seront libres. Ne gardez en mémoire qu'une chose, ils sont enregistrés, mais la parole est libre. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Merci aux échos, puisque depuis déjà un certain nombre d'années, c'est un événement qui est fait en partenariat. Et donc, David Barou va animer ce débat. David, je te passe la main. Nous avons 5 minutes d'avance, donc si tu veux faire un bout d'introduction ou dire quelques mots, la parole est tienne. Je ne vais pas chanter une chanson. C'est vrai que le cadre, comme tu disais, est un peu moins sympathique que de se retrouver
à l'interallié, c'est aussi forcément un peu plus froid, un peu plus distant, un peu plus compliqué d'animer des débats de la sorte. Mais en fait, ce que l'expérience a prouvé, puisqu'on en a fait pas mal aux échos depuis le mois de mars dernier, après un peu d'hésitation, c'est qu'en fait, le digital se prête pas mal aux échanges. On arrive à avoir plus de gens qui se connectent de temps en temps que de gens qui arrivent à se déplacer pour certains événements. Et puis, il peut y avoir de la réécoute, de la connexion ensuite au-delà du direct. Et franchement, nous, on s'est dit aux échos, pour la plupart des événements qu'on organisait chez nous, on serait forcément dans le monde d'après, dans un monde où on serait à la fois en physique réelle et en même temps en online de plus en plus pour les événements. Mais effectivement, c'est vrai que la difficulté, c'est d'être plus interactif, d'échanger. Bon. Donc vous nous excuserez si les uns et les autres, par moment, j'ai un peu plus de mal à savoir à qui je dois passer la parole. C'est moins évident de voir les petits signes de quelqu'un qui dit j'ai quelque chose à rajouter. Je trouvais que cette année, quand on a évoqué avec David la préparation de ce débat, on est quand même dans une année qui est assez atypique, sur le plan sanitaire, bien évidemment, sur le plan économique aussi. C'est une année incroyable. Et pour vos métiers, moi, qui est un regard extérieur, je trouve que c'est aussi une année qui est très intéressante parce qu'il y a à la fois une crise économique qui est devant nous, dans laquelle on est, mais il y a aussi beaucoup d'épargne. On l'a dit, hein, il y a vraiment beaucoup d'argent aujourd'hui sur les comptes des particuliers. Beaucoup de questions sur que faire de ces campagnes. Il y a aussi des questions sur pas mal d'inquiétudes. Et donc je crois qu'on est dans un monde dans lequel on a sans doute plus besoin de conseils que jamais. Et sur le front des entreprises, en particulier dans les petites entreprises et dans les ETI, dans les très grands groupes, les entreprises sont équipées pour faire face aux difficultés et puis pour faire face à l'évolution de la conjoncture et l'évolution du cadre réglementaire et bouger très très vite. Mais pour les PME et pour les PTI, moi, tous les patrons d'entreprise avec qui je suis en contact en ce moment, on navigue un petit peu à vue et ont besoin de pas mal de conseils pour faire face à la difficulté conjoncturelle, mais aussi à des tas de mécanismes mis en place par l'État pour bouger dans ce contexte où ils ont besoin d'accompagnement. Donc c'est vrai que vos métiers, souvent dans les années précédentes, on a beaucoup parlé de réglementation, de sujet de réglementation. Cette année, je trouve que c'est des métiers véritablement concrets. On a prévu 2 tables rondes. En fait, les thèmes se regroupent et se recoupent en partie. Mais la première table ronde a vocation à être un petit peu plus rétroviseur, retour sur l'année écoulée. Et la deuxième table ronde a vocation à être plus sur la prospective, regarder devant sur comment démarrer. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les intervenants à une table ronde comme à l'autre n'ont pas le droit d'évoquer un peu le bilan de l'année et la manière dont ils voient les choses. C'est un peu ça l'exercice d'aujourd'hui. Pour tous, ça va être un peu la même question. C'est qu'est-ce que vous avez retenu de cette période si particulière? En quoi cette période va laisser des traces et fera que cette année sera pas une année comme les autres et vos métiers, vos sphères d'expertise seront très impactées, vos clients seront très impactés et donc vous vous dites qu'il faudra en tirer des leçons et des adaptations et puis se projeter sur comment se réadapter, comment redémarrer un petit peu aussi forcément peut-être un peu d'inquiétude ou d'optimisme, c'est aussi cette prise de température qu'on avait envie d'effectuer avec David. Voilà, une longue présentation, une longue introduction pour démarrer les débats à l'heure prévue, dès 17h30. Donc, première chose, cette année 2020, c'est particulière. On devait avoir un peu plus de participants. Finalement, on n'est que 3. On verra combien de temps tiennent les débats. Est-ce qu'on enchaîne un peu plus vite sur la table ronde suivante? On va se sentir assez libre en fonction de l'arrivée des uns et des autres. Alors, je vous présente les 3 personnes. Vous les aurez peut-être à l'écran quand elles prennent la parole. Je ne sais pas quel retour vous avez les uns et les autres. Mais donc, on a à la fois Marielle Cohen-Branche, qui est médiatrice de l'AMF. Bonjour Marielle. Bonjour. Bonjour, vérifiez juste que le micro fonctionne. Oui, le micro marche bien. Ok, super. Frédéric Wisnowski, qui est le médiateur national du crédit aux entreprises.
et secrétaire général adjoint de l'ACPR. Frédéric? Bonsoir. Ouais, le micro fonctionne aussi. Et puis Nebocha, le secrétaire général de l'ANACOFI, que je vois à l'image. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Et à droite. Bonsoir, oui. Je vous entends très bien. Ok. Bon, bah, ma première question, peut-être un petit peu pour tous les trois, c'est qu'est-ce qui a été selon vous l'événement le plus marquant pour dans votre sphère à vous? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous pensez qui va rester de cette année au moment où elle est en train de se clore? Peut-être qu'on peut commencer par Nebocha sur dans l'univers dans votre univers à vous, c'est quoi finalement la trace que va laisser cette année, hein? Une accélération à la transformation digitale sur la partie communication et maintien de l'activité de nos cabinets. C'est surtout le point important. Rien que sur l'Anacofi, on s'est réinventé 7 fois de suite, hein, donc ça c'était quand même pas neutre dans une même année de reposer les choses telles quelles. Et c'est vrai que toutes ces questions qu'on avait déjà qu'on pouvait se poser, ben on a été confronté de plein fouet à ce choc sanitaire. Et du coup, c'est là où, quand on pose les bases, on se dit, on a de la chance parce qu'on a quand même une association avec beaucoup d'adhérents. On s'est posé la question d'anticiper plein de choses. On pensait qu'on était une machine qui était quand même difficile à manipuler en fonction du nombre d'adhérents et de salariés. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'on avait quand même une belle avance technologique. Et ça, c'était déjà le premier pas. On continue cette mutation-là. Mais le point positif a été celui-ci, c'est de se dire qu'on n'a pas abandonné nos adhérents, on n'a pas abandonné nos positions. On a fait front de tous côtés avec les adhérents et avec les co-régulateurs et avec la profession en général. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Et ça montre la stabilité de notre métier. Et les adhérents, vous avez l'impression qu'ils ont abordé la crise au mois de mars comment? Est-ce qu'ils se sont pris une énorme vague sur la figure et ils n'étaient pas forcément préparés et ils ont réagi très vite? Comment est-ce que l'industrie a réagi? Comment est-ce que vous l'avez ressenti en tant que secrétaire général? Quelle est la perception que vous en avez eue, hein? Il y a eu 15 jours de grosse panique où il a fallu s'habituer au logiciel, parce qu'en réalité, techniquement parlant, on avait tous des logiciels de conférence, mais on ne savait pas les utiliser, pour être sincère. De l'autre côté, il y avait cette froideur de l'écran sur lequel on n'arrivait pas à transmettre nos émotions et recueillir l'impression des clients. Et effectivement, au téléphone, on l'entend, on le projette, on s'imagine bien, mais on ne le voyait pas. Et le client avait besoin d'être assuré. Et c'est ce que tous les adhérents ont fait. Ils ont été présents auprès des épargnants et auprès de nos clients. Et on les a jamais lâchés. Et c'est ça le point positif. Ça, c'était la première vague où les clients comprenaient qu'on pouvait pas les voir, comprenaient pour une fois, c'était la crise sanitaire, hein, c'était pas un événement économique autre, mais vraiment un problème sanitaire. Il y a des conséquences économiques après. Mais c'était vraiment quelque chose d'inattendu et qu'on n'avait jamais vécu. Donc, ça, cette première vague a été compliquée, elle a été digérée. Là-dessus, on a fait une étude cet été pour voir un petit peu le retour de cette vague-là. Effectivement, entre la première vague et la deuxième vague, les comportements ont changé à la fois pour les clients et pour les adhérents. Voilà. Les conseillers étaient prêts techniquement ou est-ce que pour certains il a fallu s'équiper dans l'urgence? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans une profession où les gens avaient les outils ou pas vraiment? Aujourd'hui, on a des plans de continuité d'activité sur lesquels on ne peut pas s'arrêter. Donc là-dessus, la réglementation elle est bien faite. On peut pas stopper nos cabinets. Nos cabinets ne s'arrêtent jamais. Donc ne peuvent pas s'arrêter. Donc ça, c'est quand même le point positif. Effectivement, en fonction de la taille des cabinets, il y en a qui ont mis ça arrive le vendredi, le lundi on était opérationnel. Il y en a d'autres qui ont peut-être mis 3 jours et puis d'autres qui ont mis 15 jours en fonction de la taille, en fonction des ressources. C'était le temps de s'équiper, mais ça n'empêche pas que la liaison téléphonique et l'infrastructure informatique de chaque cabinet était bien présente. Donc ça on n'a pas le choix, c'est la réglementation et on se doit de suivre nos clients et on se doit d'avoir l'intégralité des informations du client à jour. Voilà. Et les clients, eux, ils étaient prêts à basculer dans ce monde plus digital ou pas vraiment, vous avez l'impression?
on a deux mondes de clients, faut pas monopoliser la parole, hein. On a deux comportements des clients. On a les comportements sur la première vague où on avait même, si je prends l'exemple de mon cabinet, on avait des clients qui nous ont même écrit en disant, on sait que c'est pas de ta faute. Donc c'était ce qui était le cas. C'est pas nous qui avons fait des mauvais choix stratégiques, mais c'est l'environnement sanitaire. Ça, c'était le premier point. Ils ont accepté de traiter tout ce qu'il y avait en cours, on l'a finalisé en digital. Ça, ils l'ont fortement accepté. Il n'y a pas eu de souci. Par contre, par rapport à la deuxième vague, la problématique, c'est de réamorcer. Et aujourd'hui, on sait très bien que on doit avoir conquérir de nouveaux clients pour pérenniser l'activité de nos cabinets. Et malheureusement, c'est que par le contact qu'on arrive à avoir de nouveaux clients, puisque le client nous recommande auprès d'un nouveau client. Vous faites une webcam, vous paraissez sympa, mais vous n'avez pas vu la personne, vous savez pas si elle est sérieuse, pas sérieuse. Vous recueillez les informations de la personne, mais est-ce que c'est réellement les informations de la personne? Il y a plein de questions qui se posent. Et il y a un degré de vigilance qui doit être encore plus accru de notre part, puisque le digital redistribue les cartes avec une donne qui est pas du tout la même. Donc on a des mesures de contrôle encore plus renforcées, parce que la personne, on l'a physiquement dans le questionnaire, la personne était physiquement à côté de vous, elle n'y est pas. Donc on l'a en face d'un écran, mais est-ce que Monsieur Dupont que j'ai en face, c'est bien Monsieur Dupont et c'est pas Monsieur Durand qui se fait passer pour Monsieur Dupont? J'exagère dans les caricatures. Vraiment, c'est vraiment le point important. Donc de culture et de sécurité peut-être un petit peu après. Je vais continuer le tour de table, peut-être en donnant la parole à Frédéric. Le bilan de l'année sur la principale leçon que vous en tirez, et ce qui restera selon vous, hein? Je crois qu'il y a, pour le monde de l'entreprise, il y a plusieurs choses. La première, vous l'avez dit en introduction, on est dans une année atypique, une crise inédite finalement, où l'État décide d'arrêter l'économie pour pouvoir gérer cette crise sanitaire. Donc pour les entreprises, ça a été un choc soudain et massif, hein, une perte d'activité de plus de 30% au mois d'avril, un rebond en sortie de confinement, le deuxième confinement qui maintient une baisse d'activité. Globalement, les estimations de la Banque de France pour l'année 2020 seront une perte de produit intérieur brut de 9%. Personne n'aurait imaginé ça fin 2019, qu'on aurait une baisse de produit intérieur brut aussi significative en 2020. Par rapport à ça, je crois que ce qui est important de mentionner, c'est la réponse massive, tout aussi rapide de l'ensemble des autorités sous trois aspects. Un, en termes de politique monétaire, un soutien autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Et on l'a vu dans les dernières décisions de la Banque centrale européenne, donc un afflux de liquidités qui permet bien évidemment à l'ensemble des acteurs économiques de continuer à se financer dans des conditions satisfaisantes. Une action énergique des superviseurs qui ont allégé les contraintes qui pouvaient peser sur les banques de manière à ce qu'elles continuent à financer l'économie. Et puis, troisième axe important, c'est toute la politique mise en place par le gouvernement, soit pour réduire les coûts, puisqu'il n'y avait plus de rentrée de cash dans les entreprises, hein, donc soit réduire les coûts avec la prise en charge du chômage partiel, avec le fonds de solidarité, dont on a vu qu'il a évolué dans le temps également, et puis soulager également la trésorerie, ou avoir des apports de trésorerie, donc c'est tous les reports de charges fiscales et sociales, et ce sont les prêts garantis par l'État. Alors, on pourra en discuter dans la deuxième table ronde, ce sera peut-être évoqué. Bien évidemment, tout ce soutien pose d'autres questions, mais je crois que voilà, un choc rapide, massif, et des réponses qui ont été tout aussi massives et rapides et qui permettent finalement, et on l'a vu en sortie du premier confinement, un rebond rapide de l'économie. Et je crois que c'est un élément encourageant finalement pour une perspective 2021. Vous avez le sentiment que, un peu comme le disait Népoucha, que votre univers, les entreprises avec lesquelles vous êtes en contact régulier, il y a eu un effet saisissement, mais que les gens ont su se prendre en main assez rapidement. On le voit dans tous les secteurs d'actifs, même si je prends les secteurs les plus sinistrés potentiellement, donc ceux qui restent fermés, il y a une réelle volonté de travailler. Comme je l'ai dit, on l'a vu en sortie du premier confinement. Les entreprises ont été capables
de s'ajuster très rapidement et de repartir très rapidement. Donc, ça montre que l'économie française a des ressorts et qu'il y a une véritable volonté de travailler. Et je crois que c'est réconfortant dans la perspective de sortie de cette crise. Je vais passer la parole à Marielle, toujours sur la même question, sur un peu la principale leçon, la principale surprise de cette année 2020, et puis après on rentrera un peu plus dans le détail de quelles sont les inquiétudes des uns et des autres, ou est-ce qu'il y a eu plus de problèmes. Donc la question là, c'est pas est-ce qu'il y a eu plus de problèmes, c'est plutôt d'une manière globale, quelles sont les principales leçons que du point de vue qui est le vôtre en tant que médiatrice AMF, vous avez perçues, vous retiendrez de cette année 2020. Merci David. Clairement, effectivement, la puissance de l'Internet, un peu comme la langue d'Ésope, a été la plus belle des choses et la pire des choses. La plus belle des choses parce qu'on s'est aperçu que grâce à la numérisation, la médiation de l'AMF a pu continuer. Je dois dire que l'AMF avait déjà dû imaginer pour poursuivre ses activités, avait organisé le télétravail grâce, entre guillemets, aux grèves de 2019, si bien que quand est arrivé le confinement, nous étions tous prêts, tous nos ordinateurs, et mon équipe qui, elle, est au sein de l'AMF, a pu sans aucune difficulté continuer à travailler. Donc ça a été un grand soulagement. Il restait pourtant quelque chose, c'est que la médiation de l'AMF, compte tenu peut-être de la type de clientèle qui vient vers moi, des épargnants, je n'avais jamais jusque-là, depuis près de 9 ans, pu dépasser mon plafond de verre particulier, celui consistant à observer qu'il y avait que 30% des gens qui me saisissaient par formulaire sur le site. Vous savez que les médiateurs ont l'obligation d'accepter de recevoir des réclamations tant par courrier postal que par formulaire. Et non, personnellement, j'avais jamais pu dépasser ce par 30%. Or là, d'instinct, ça a été extraordinaire. Les demandeurs ont basculé de 60 à 70% sans que le nombre évidemment de plaintes diminue. Alors, il restait les 30% qui, eux, continuaient là, à nouveau, l'AMF a fait preuve d'une grande réactivité, c'est-à-dire que j'ai pu obtenir qu'une fois par semaine, tous les courriers soient scannés et que mon secrétariat appelle chaque réclamant pour lui dire « Est-ce que vous n'auriez pas un mail? Accepteriez-vous de continuer par mail ?» Et du côté des professionnels, ça vous amusera peut-être, mais il y avait une seule grande banque qui n'avait pas jusque-là accepté de traiter par mail, c'était la Poste. Alors, je me souviens d'avoir téléphoné au directeur de la conformité en disant « Je comprends que vous souhaitiez que j'utilise des timbres, mais est-ce que vous n'accepteriez pas tout de même pour l'avenir qu'on travaille par mail ?» Ce qui a été effectivement accepté. Bon, donc, bien sûr, les professionnels avaient leur système plutôt désorganisé et j'ai vu un rallongement des délais, c'est clair, mais c'était compréhensible et je l'ai compris et tout le monde l'a compris, même le régulateur des médiateurs. Mais en même temps, alors, après ces bonnes nouvelles qui ont consisté effectivement à ce que, grâce à le formulaire sur Internet avait une autre fonctionnalité très importante. Tous les CIF qui nous écoutent savent que finalement, la limite des champs de compétences entre médiateurs est sans doute une des caractéristiques qui n'est pas la meilleure des qualités, mais qui consiste à ce que quand c'est un investissement financier, je suis compétente. Quand c'est de l'assurance, c'est le médiateur de l'assurance. Quand c'est de l'immobilier, c'est bon, voilà. Et chaque fois, c'est différent. Eh bien, au moment où justement la demande me parvient sous forme de formulaire, j'ai pu être dans le courant de 2018, ce que j'appelle la réorientation directe. C'est-à-dire, je pose des questions très simples. Est-ce que c'est de l'assurance? Est-ce que c'est un problème de carte bancaire? Et on réoriente beaucoup plus vite. Si bien que le taux des irrecevabilités, qui était en moyenne de 50%, parce que ça n'entrait pas dans son champ de compétences, a diminué de 20%. Alors, j'en laisse passer, et je laisse passer lorsqu'il y a une suspicion d'escroquerie. Et j'en arrive par ce biais-là, parce que, en même temps, le médiateur de l'AMF n'est pas compétent quand on suspecte une escroquerie, mais en même temps, du fait de l'AMF, autorité de régulation, nous transmettons ensuite au procureur. Et j'en arrive donc à ce deuxième aspect de cette numérisation et de cet Internet, c'est que, et je crois que les CIF en sont même aujourd'hui
eux-mêmes les victimes, c'est l'explosion des escroqueries sur Internet. Alors, de ce point de vue-là, les tendances de ce que j'avais appelé, moi je suis depuis des années ces problématiques, on les a vues sur le Forex. Ensuite, quand l'AMF, au fil des années, a pu prendre des décisions qui ont été amplifiées grâce à l'ESMA, et à ce moment-là, ces prédateurs, car je les appelle ces prédateurs, profitant ensuite du passeport européen, qui finalement ne sont pas en Europe, mais font croire qu'ils sont en Europe, et qui ensuite déversent leurs produits qui n'en sont pas. C'est comme les villages Potemkin, hein. Eh bien, en réalité, on continue à se déplacer. C'est ce que j'avais appelé la reconversion des prédateurs. On continuait ensuite sur les diamants, ça c'était en 2018, 2017, et chaque fois que nous avons pu déterminer et identifier la façon de réduire l'intérêt, notamment sur les biens divers, où il a fallu que ces plateformes soient agréées, et à ce moment-là est arrivé le Bitcoin. Et donc aujourd'hui, ces prédateurs en réalité utilisent un système de multiservices et utilisent maintenant la technique de l'usurpation d'identité. Vous pouvez avoir des fausses garanties de très grandes banques, vous pouvez vous-même, vos propres sites être en quelque sorte utilisés frauduleusement, et il faut en revenir, et ce sera peut-être, je l'expliquerai tout à l'heure, aux fondamentaux. Comment détecter, comment aider, comment vous, avec vos regards de CIF, au fond, qu'est-ce qui peut, et là, je vous rejoins en disant que le Conseil aujourd'hui est particulièrement décisif en ces périodes où il faut identifier la fausse proposition de la vraie proposition. Merci. Alors, autre point évoqué par Marielle, le côté sombre de l'Internet et de la connexion à distance qui, au-delà des problèmes techniques, on ne vous entend pas bien. Oui. La pieuvre a décidé de ne plus fonctionner correctement. La pieuvre nous a lâché. Sinon, c'est pas marrant. Est-ce que là, vous m'entendez à peu près? Oui, je vous entends. Alors, je fais suite à l'intervention de Marielle qui disait que Internet, c'est la meilleure des choses, mais aussi la peur des choses, et j'aurais voulu faire réagir sur ce point à la fois Frédéric et Nebotcha sur est-ce que dans cette année où effectivement les outils ont répondu présent pour maintenir la connectivité avec les clients particuliers ou entreprises, vous avez quand même aussi assisté à une forme vous aussi, vous avez constaté une accélération des problèmes technologiques. Peut-être on peut passer la parole sur ce point-là d'abord à Nebotcha. C'est pas des problèmes, il y a des limites à la conception telle qu'elle humaine. Déjà quand on est passé avec le chèque au prélèvement ou au virement, là on parle de signature numérique avec des prélèvements de sommes qui sont importantes. Avant on était plafonné à 150 000 € et après on a été déplafonné. Après, de notre côté, on fait des souscriptions totalement digitales avec des copies scannées des documents sur des documents qu'on n'a pas en originaux, qu'on n'a pas fait en copie en originaux. Donc, il y a quand même des limites au système. C'est que effectivement, ça ouvre la porte à qui dit accélération, dit faille et dit possibilité d'escroquerie. C'est ça qui est hyper important, c'est qu'on va vite, mais vite, c'est la différence entre efficacité et efficience. Voilà, il faut rester efficient, il faut bien faire les choses. Est-ce que vous avez constaté une hausse des problèmes ou c'est trop tôt pour le dire? Nous, en interne, on peut pas les identifier puisqu'on a tellement de procédures, attention justement à tout ça on est relativement épargné. Excusez-moi, mais effectivement, ça sonne ici. Une mise à jour du logiciel en plein débat. Ouais. Je repose la même question à Frédéric sur le côté sombre un petit peu de la technologie Internet cette année dans les relations. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? C'est vrai que je dirais toute l'évolution numérique digitale était un enjeu avant cette crise et elle a mis en lumière tout l'intérêt d'accélérer le processus. Enfin, je prends deux exemples, toute la problématique des retards de paiement. Hein, on est dans un monde où on vit avec une
sorte de drogue, 700 milliards de crédits interentreprises, des délais de paiement, des retards dans les délais de paiement qui pénalisent la trésorerie principalement des petites entreprises. Donc c'est clair que la numérisation et simplement la facture électronique, enfin toute une série d'outils techniques permettraient déjà d'améliorer au moins de quelques jours ce qui existe. L'autre exemple que l'on a vécu, c'est toute la problématique des commerces dits non essentiels, très mauvais terme au demeurant, et l'intérêt d'avoir un accès digital pour que les clients puissent accéder aux produits alors que les commerces étaient fermés. Et on peut multiplier les exemples. Il y a tout le télétravail, bien évidemment. Enfin, on voit bien que cette crise a vraiment mis en lumière un phénomène qui avait été identifié, la nécessité de l'évolution digitale. Et on voit, ça sera probablement évoqué dans la deuxième table ronde, dans la relance, c'est clairement un axe important, tout ce qui est numérisation et accompagnement des entreprises dans la numérisation. D'accord, mais sur la hausse des incidents liés à cette utilisation plus massive et finalement rapide d'un outil qu'on avait sous la main mais qu'on n'utilisait pas au quotidien, sur les problèmes que ça a posé, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un développement des problèmes ou c'est plus anecdotique? Enfin, après, ça dépend des problèmes. Comme ça a été évoqué par Mme Cohen-Branch, tout ceci favorise bien évidemment les fraudes. Donc, avec ma casquette ACPR, on est bien évidemment aussi attentif à ces phénomènes-là. Si je regarde côté entreprise, les entreprises peuvent être affectées. On voit que toutes les questions de cybersécurité ont pris une ampleur encore plus importante dans cette crise. Donc, on voit bien, enfin, vraiment, cette crise met en lumière, comme je l'ai dit, toute une série d'éléments qui étaient perçus et qui permettront, c'est le côté positif de toute crise finalement, d'accélérer une évolution en faisant bien évidemment attention aux effets potentiellement négatifs, la cybersécurité, toutes les problématiques de blanchiment. Donc tout ceci, bien évidemment, sont des enjeux majeurs pour les entreprises, pour les épargnants, pour l'ensemble des intervenants dans le monde financier. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas de caméra, donc je ne pense pas que vous nous voyez, mais ça reviendra peut-être tout à l'heure, donc il est trop tôt pour déprimer complètement. Je repasse la parole peut-être à Marielle pour boucler cette partie sur la problématique des nouveaux problèmes et des litiges. Est-ce qu'il y a des litiges particuliers qui vont émerger selon vous cette année? Oui, alors, précisément, faire un lien avec les escroqueries, puisque de toute façon, en cas d'escroquerie, l'argent a disparu et ne se retrouvera plus. Ça a développé des litiges et des médiations dont je peux m'occuper, qui est de dire, finalement, le client vient à ce moment-là au civil et non pas au pénal, vient me dire, mais la banque n'aurait pas dû me laisser faire ces virements. Et donc ça, c'est une nouvelle orientation consistant on retrouve la deep pocket et c'est donc le devoir d'alerte, la façon dont l'établissement, donc classiquement, une banque n'a pas à s'immiscer dans ses affaires de clients, mais elle a un devoir de vigilance. Et à partir de quel moment, effectivement, les opérations étaient tellement anormales et la difficulté tient à ce que ces clients-là sont sous influence. Ils sont, je dirais même un peu manipulés. Et quand la banquier va dire, mais écoutez, est-ce que c'est vraiment va exercer son devoir d'alerte, parfois ça va être mal pris. Et donc c'est tout un travail qui a été accentué d'ailleurs par la lutte anti-blanchiment, parce que là les sanctions sont beaucoup plus graves pour les banques, qui sont donc conduites le plus souvent maintenant, dès que un certain nombre de clignotants s'allument, à envoyer des lettres d'alerte, à les retourner pour dire, écoutez, véritablement, nous vous conseillons d'aller regarder la liste noire ou blanche de l'AMF au risque d'escroquerie. Et à ce moment-là, elles parviennent par ce biais-là à montrer qu'elles ont joué le jeu. Donc ça, et si elles ne l'ont pas fait, alors elles vont engager leur responsabilité civile vis-à-vis des clients. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui tente à se développer, mais où les banques, on va dire grosso modo, eu égard à la sévérité accrue de la lutte anti-blanchiment, font maintenant assez attention. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que les secousses boursières de l'année 2020, celles effectivement du mois de mars particulièrement,
ont effectivement conduit à deux types de litiges. Je les ai classés en deux catégories. La première, c'est ceux qui effectivement se sont dit ça va aller de plus en plus mal et qui ont cherché à se faire rembourser de leurs avoirs. Et puis il y a eu une seconde catégorie quand la bourse, après le deuxième crash du 12 mars, on se sont dit ah mais ça va être la bonne affaire. Là maintenant on est à moins 30%, je vais en acheter des titres. Et donc j'ai eu droit aux deux catégories. Alors les premiers, il y a eu des vraies catastrophes parce que ceux qui avaient souscrit des avoirs à travers des OPCVM, c'est-à-dire des parts d'instruments collectifs, de placements collectifs, que visiblement, beaucoup d'entre eux ignoraient une règle pourtant saine, normale, mais qui leur était pas toujours bien expliquée, qui est celle que vous êtes remboursé à la valeur liquidative inconnue. Alors ça, je peux vous dire que ça a été assez au début, ça a pu être assez sévère. C'est-à-dire qu'effectivement, vous cherchez à rembourser, vous donnez un ordre de remboursement, et donc dans le cas le plus caractéristique, on va dire plus caricatural que j'ai eu à connaître, mais les autres étaient de la même échelle. Il voit écrit 70 000 euros, et le lendemain il reçoit une félicitation avec à nouveau le montant de la valeur connue, 70 000 euros. Et en fin de compte, 3 semaines plus tard, puisque lui, c'était une valeur liquidative mensuelle, alors selon les DC et les produits, ça peut être quotidien, hebdo, mensuel, trimestriel, n'importe quoi, eh bien, il a reçu 50 000. Alors là, il tombe des nues. Et alors, même si on enlève les prélèvements obligatoires, il y avait une grosse différence. Et là, ça a été très intéressant parce que j'ai dit, écoutez, montrez-moi simplement une phrase dans laquelle vous faites comprendre à votre client, au moment où il va demander le remboursement, qu'il ne sera pas remboursé sur le montant qu'il voit, mais sur une valeur estimative inconnue. La règle est donc, c'est très variable. Et donc là, j'ai pu, dans un certain nombre de cas, quand il n'y avait aucune information, obtenir effectivement des remboursements. Ça, c'est la première typologie Alors la seconde, c'est ce que j'ai appelé les apprentis sorciers investisseurs. D'après l'AMF, il y en a eu environ 150 000 au mois de mars. Et alors ceux-là, effectivement, partant de quelque chose qui est, on va dire, humain, se sont dit, je vais faire une bonne affaire. Et donc ces apprentis qui n'avaient visiblement, ont ouvert des comptes titres, ont ouvert des PEA, parfois en 24 heures. Et à ce moment-là, on leur dit, alors maintenant, il faut remplir le fameux questionnaire MIF. Alors, questionnaire MIF, alors il m'écrivait, j'avais trouvé que c'était ennuyeux, j'avais trouvé que c'était intrusif, j'avais pas besoin tellement de conseils, et donc qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, ils vont d'eux-mêmes souscrire, ouvrir des PEA, et ça va être la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la plupart d'entre eux ne vont pas maîtriser ce qu'est un ordre de bourse, c'est-à-dire la différence entre un ordre à cours limité, ils veulent être servis le plus vite possible. Certains suivent la façon dont les laboratoires évoluent. Et donc, j'ai eu des pertes en une journée de 20 000, 30 000, 50 000 euros. Le maximum, ça a été 200 000 euros dans la journée. 200 000 euros dans la journée. Et donc, vous avez beau tout regarder, effectivement, je ne peux rien reprocher. Alors, soit effectivement, il n'a pas rempli son questionnaire MIF, il n'a pas demandé de conseils, et là, vous avez des règles du code qui vous disent, le banquier doit alerter qu'il ne peut que alerter son client qu'il ne peut pas l'aider, puisqu'il ne sait ni son expérience, ni ses objectifs, ni son aversion au risque, il sait rien. Donc, il ne peut pas l'alerter. Et donc, là arrive le début des catastrophes. Et donc, après, il y a ceux qui croyaient qu'ils avaient donné un ordre à prix limité parce qu'il est écrit à la meilleure limite, mais non, mauvaise pioche. Non, là, ils sont servis avant, mais c'est pas un ordre, ils ne maîtrisent pas le cours. Après, vous voyez, il y a tous ces. Alors, la plupart du temps, dans ces cas-là, je vais donner un avis défavorable. Je vais regarder si l'établissement a effectivement vérifié la provision sur le moment. Mais ensuite, une fois que c'est parti au marché, si Euronext suspend
pendant quelques heures le cours parce qu'il y a une annonce d'un laboratoire qui est en phase 3, eh bien, au moment où il donne son ordre, le cours est à 2 euros et donc le cours est suspendu et 4 heures plus tard, quand ça rouvre, il est exécuté à 13. Voilà. Donc ça, typiquement. Je voudrais faire réagir Nebocha là-dessus sur est-ce que la crise a été peut-être l'occasion pour les conseillers de faire plus de pédagogie? Est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que c'est trop difficile finalement d'apporter du conseil dans cette période en plein cœur de l'incendie? Bah, le truc, je voulais juste revenir sur les degrés de vigilance aussi, parce que on reçoit aussi des relevés d'identité bancaire, et si ça peut servir aussi aux confrères, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle le client en lui demandant si c'est bien de nous redire à l'oral son relevé d'identité bancaire. Rien ne nous assure qu'entre le moment où il nous l'envoie et le moment où on le reçoit, on a bien reçu le relevé d'identité bancaire. Ça, c'est vraiment un truc piégeux, puisque de l'autre côté, en tant que chef d'entreprise, on doit faire des virements, et à partir du moment où on a exécuté les virements avec nos codes de transaction auprès de la banque, elle nous dit, mais c'est vous qui avez saisi le RIB, c'est vous qui avez fait le virement, c'est vous saviez très bien ce que vous faisiez. Donc ça, c'est vraiment des points de vigilance de base à avoir quand vous recevez un relevé d'identité bancaire, puisqu'on ne le reçoit plus par la poste, et les clients n'ont pas l'habitude de le remettre sur les coffres forts numériques qu'on a développés pour eux, et vous l'envoie par un simple mail. Bah, nous, on a mis en procédure le fait de vérifier juste les numéros de RIB en appelant le client, en l'ayant en ligne, en disant peux-tu me dire exactement ton numéro de RIB? On l'a en face, on l'a imprimé et on sait que c'est le bon. Voilà. Et ça, c'est vraiment des points importants, puisque qui dit digital dit vulnérabilité aussi des systèmes, et rien n'empêche le client, lui, de se faire pirater sa boîte mail et de recevoir un RIB qui est pas le bon. Voilà. Ça, c'était sur cette partie-là que je voulais intervenir tout à l'heure en transition. Voilà. Après, de l'autre côté, expliquer au client la chose anormale de la valorisation des entreprises, quand tout le monde sait ce que c'est des capitaux propres, une dette et un actif économique, et qu'on a bien expliqué la chose au client, c'est très difficile d'expliquer pourquoi ça perd 20% ou 30%. Voilà. Après, effectivement, quand les marchés sont bas, il faut acheter. Quand les marchés sont hauts, il faut vendre si on est sur une stratégie spéculative. Après, si on est sur une stratégie de rendement, ce qui est plutôt la catégorie de nos clients, où on cherche des moteurs de régularité et pas forcément des moteurs de performance absolue, ça, c'est une question de pédagogie. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez eu besoin de faire plus de pédagogie dans cette année un peu atypique? Bah, quand vous expliquez à un client ce que c'est le marché obligataire et qu'il a compris et qu'à la fin le marché obligataire il perd de l'argent, il comprend plus. Donc il faut lui réexpliquer que ce qu'on lui a expliqué, qui était déjà le cas, et qu'il faut reprendre les notes qu'on avait dit. Oui, sur cette partie-là, il faut faire la pédagogie. Après, sur la partie du mode de l'action, il est très difficile de concevoir pour un client qu'une dividende est un appauvrissement et pas un enrichissement. Et ça fait partie de la culture financière. Et ça, c'est tout ça qu'il faut expliquer aux clients, qu'une dividende n'est pas un enrichissement. Une dividende, c'est que l'entreprise ne peut pas générer autant de rentabilité exigée en interne. Donc, elle préfère nous rendre cet argent-là et qu'on fasse autre chose avec, parce qu'on peut pas servir le taux attendu de rendement qui est exigé pour le client. Mais ça, c'est des choses que le client peut pas comprendre. Voilà. Par exemple, entre un taux de distribution et un pourcentage de distribution des dividendes, si je distribue 100% des dividendes ou si je distribue que 30%, bah mon entreprise, mon sous-jacent n'est pas dans la bonne catégorie, ou sinon j'ai pas compris à quoi servait l'entreprise. Voilà, ou cette entreprise est en développement, ou elle n'est pas en développement, elle est stable après, etc. Il y a tellement d'anglicismes et de mots particuliers, de complexité dans nos métiers, que c'est très 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 difficile d'expliquer aux clients. Alors là, on a beau faire des métaphores, expliquer, de simplifier, vulgariser, mais expliquer quand tout va bien, de toute manière, c'est sûr. Hein. Voilà, mais voilà. Et du coup, la seule réconfort qu'on a, c'est quand les marchés se redressent et que nos cours se redressent en disant, vous voyez, on vous avait dit de pas stresser, mais c'est toujours très facile de dire ça quand c'est que des chiffres sur un écran et que c'est pas l'argent d'une épargne de 20 ou 30 ans d'épargne de nos clients. Donc c'est vraiment ça où il faut vraiment être sensible et accompagner le client dans cette réflexion-là. Et moi, ce que j'aime, c'est sensibilité, pas le mot risque. Et s'il y avait un mot à retenir, c'est comment je suis sensible à cette aversion, à ces fluctuations. Et ça, c'est vraiment un point important, puisque on a beau parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de volatilité, du VICI, etc., etc. La question, c'est j'ai placé 100 000 euros, est-ce que je suis prêt à perdre 10 000 euros? La vraie question, elle est là, et c'est oui ou non. Voilà, d'un point de vue ponctuel. Hein. Perdre, c'est ponctuel. Voilà. Après, on a
Frédéric, du côté des entreprises, en particulier peut-être des PME ou des ETI, est-ce qu'il y a eu besoin aussi de faire plus de pédagogie? Est-ce qu'on a été dans une période de montée des tensions qui nécessitait davantage de pédagogie? Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti qui remontait du terrain en quelque sorte? Je dirais, enfin, plus que de la pédagogie, c'est effectivement de l'accompagnement, hein. Beaucoup de dispositifs ont été mis en place pour soutenir les entreprises. Essentiellement d'ailleurs des TPE, PME, hein, quand on regarde l'ensemble des dispositifs de soutien, ils ont été orientés, ils ont été utilisés largement par les TPE et les PME. Et donc c'est vrai que l'accompagnement dans ce domaine-là est essentiel parce que on a des chefs d'entreprise qui sont dans leur activité et donc ils n'ont pas le temps, bien évidemment, d'avoir tous les renseignements qui sont nécessaires. Et on voit arriver, si je prends la médiation, on voit arriver des gens en médiation parce qu'ils ont eu des refus de crédit et on s'aperçoit, en fait, ils n'ont pas bénéficié à plein du fonds de solidarité ou de l'activité partielle, etc. Enfin, et donc, cette pédagogie d'accompagnement a été quelque chose d'essentiel dans cette crise et elle sera essentielle dans la sortie de crise. Ça vaut pour les entreprises comme pour les ménages, hein. Les particuliers, il faut voir qu'on est avec du fait du confinement, du fait des craintes pour l'avenir, on est avec un surplus d'épargne qui est estimé à peu près à 130 milliards. Dans les prévisions macroéconomiques de la Banque de France, on estime qu'on aura 200 milliards fin 2021. Donc là, il va y avoir un vrai enjeu. D'un côté, on a un enjeu d'accompagner les entreprises dans la gestion de leur endettement, puisque la crise aura eu pour effet d'accroître leur endettement. Donc, comment en sortir? Et du côté des ménages, une épargne forcée qu'il faudra à un moment donné utiliser pour consommer ou pour continuer à épargner et en orientant l'épargne vers les besoins que l'on estime nécessaires dans le cadre de la relance. Donc on voit bien là, il y a beaucoup d'enjeux qui vont se poser, que ce soit côté endettement des entreprises, de manière à favoriser bien évidemment la reprise de l'investissement qui a été freinée et la manière d'utiliser au mieux l'épargne des ménages qui aura été accumulée du fait de cette crise. Avant de passer sur une espèce de transition vers la table ronde suivante, sur un peu les perspectives pour l'année qui vient, vous diriez que sur tous les mécanismes, plus que donc, pédagogie, vous disiez d'accompagnement, est-ce que aujourd'hui vous trouvez que le niveau d'information est satisfaisant au niveau des PME et des petites entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui les mécanismes ont été bien compris et que du coup c'est ça qui permet d'éviter le pire pour l'instant? Clairement, ils sont mieux compris. Je crois qu'il reste encore certainement des entreprises. Moi, je le vois sur la médiation, hein. Je suis régulièrement sollicité par des gens qui visiblement ne connaissaient pas la médiation du crédit. Donc, c'est dommage. C'est un dispositif d'accompagnement qui est très utile. Et comme je vous le dis, d'autres dispositifs. Et c'est un constat qu'a fait le gouvernement sur beaucoup de dispositifs. C'est le constat que le gouvernement a fait, d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, dans le plan de relance, j'anticipe peut-être sur la deuxième table ronde, il y a un accompagnement finalement préventif, c'est-à-dire faire connaître les dispositifs de relance aux entreprises, de manière à ce qu'elles puissent en bénéficier à plein. Donc, je crois que c'est un effort permanent qui est nécessaire de l'ensemble des acteurs, hein. Moi, si je prends la partie médiation, la médiation, elle a été créée depuis l'origine avec un dispositif qu'on appelle tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on se repose sur des relais, des gens qui sont en contact justement régulièrement, que ce soit les chambres de commerce, les experts comptables, tous les professionnels qui sont en contact régulier avec les entreprises. Et il y a eu une mobilisation réelle. Donc, on peut penser que maintenant les choses sont connues, mais voilà, c'est tellement compliqué que cet effort d'accompagnement restera un enjeu. Peut-être si on se projette un petit peu sur l'année qui vient, Marielle, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt confiante, plutôt inquiète sur la manière dont on termine l'année et les perspectives que ça ouvre pour 2021? Je vois de tout. C'est-à-dire aussi bien des gens très modestes qui ont besoin, par exemple, qui ont souscrit des parts sociales et qui en demandent maintenant immédiatement le remboursement et qui vont se rendre compte que, par exemple, même ça, ils peuvent pas.
Donc j'ai cette frange-là des épargnants salariés d'épargne salariale qui eux ont besoin parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont dans une situation financière. Et puis je vois évidemment arriver ce que Frédéric va effectivement être lui en première ligne, mais enfin cette catastrophe économique et ces faillites qui vont et ces liquidations judiciaires, et ce qui va nécessairement entraîner un cortège de recherche de responsabilité lorsque effectivement des épargnants verront que les produits qui ont été émis par des entités qui sont en liquidation judiciaire, ils ont tout perdu. Et donc quelque part, il faut s'attendre moi à une recherche encore plus forte de cette responsabilité. Et je peux profiter de cela pour vous dire que ce besoin et cette obligation d'aller vérifier l'adéquation va être sûrement mise à l'épreuve. Et je veux simplement dire, pour l'avoir vécu dans quelques dossiers de médiation, qu'il est important, mais sans doute les CIF tout de même le savent, c'est que lorsqu'ils proposent un produit, eh bien, même s'ils ne sont pas les auteurs d'une présentation commerciale, ils sont considérés comme co-responsables et qu'ils ont une obligation d'être critiques. C'est-à-dire qu'ils doivent être dans décalage, c'est-à-dire de pouvoir être capable de dire que cette documentation effectivement présente tout de même certes des avantages, mais pas de certitude, que attention, ce sont des produits complexes, surtout si les entités ne sont pas régulées par l'AMF, j'ai vu ça, sont assorties bien sûr d'un rendement très élevé, où on va parler d'enrichissement global alors que ça exclut le risque de perte. Donc il faut vraiment qu'ils se rendent compte qu'à ce moment-là, ce regard critique lié à leur connaissance et à leur expérience qu'on attend d'eux. Et il faut savoir qu'il y a un arrêt qui vient de sortir de la Cour de cassation, je le dis tout de même, du 24 septembre 2020, et qui est annonciateur lui-même. Alors, pour les spécialistes, quand un arrêt est P plus I plus R plus B, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'argile, mais dans le marbre. Donc, il faut faire très attention quand il est promis au rapport annuel de la Cour de cassation, parce qu'il est dit qu'effectivement, ce regard critique que doivent avoir des conseillers, elle est exigée, et en plus, et c'est sans doute la raison pour laquelle cet arrêt est promis à un grand publicité, les assureurs dans cette opération qui avaient été amenés à jouer avaient invoqué le fait que en réalité ils considéraient que c'était un fait unique, un fait dommageable unique, et il a été rappelé là de façon extrêmement ferme par la Cour de cassation que lorsqu'il s'agit d'une obligation d'information et de conseil, c'est nécessairement individuel, et que donc dans ces conditions, il ne peut pas y avoir ce que l'on appelle en fait une responsabilité globale et une sorte de plafonnement de l'assurance. Donc il faut se préparer à cela, c'est-à-dire que dans ces périodes où effectivement les difficultés économiques s'amoncellent, la recherche de responsabilité va devenir décisive, et le souci qu'auront eu les conseillers de bien vérifier l'adéquation sera sans doute le point de l'année 2021, pour moi en tous les cas. Frédéric, sur ce point, sur le fait que l'année 2021, avec son lot d'incertitudes, mais sans doute de montée des tensions, sera plus problématique, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez poindre déjà? Moi, je dirais que sur l'année 2021, il faut avoir de la confiance. Je crois que c'est indispensable. Comme je l'ai indiqué, si on regarde ce qui s'est passé dans le monde des entreprises, elles ont montré leur résilience après une chute très profonde, un arrêt d'activité, une capacité de rebond. Alors confiance, ça ne veut pas dire nier les problèmes. On parle des faillites. Tout ce qui a été mis en place a eu pour effet qu'il y en a eu beaucoup moins historiquement que une année normale. On nous annonçait des drames en octobre, ils n'ont pas eu lieu. On nous annonce maintenant des drames au printemps, peut-être qu'ils auront lieu.
mais à force d'annoncer des drames, ça finira par se réaliser. Par contre, ce qu'il faut, c'est insuffler de la confiance. Il y a des problèmes, on a accru l'endettement des entreprises, il va falloir accompagner, permettre de sortir, et le plan de relance est un élément. Il y a cette épargne des ménages que j'évoquais, il faut de la confiance. L'épargne, c'est pas simplement de l'épargne qui résulte du fait qu'ils n'ont pas pu consommer, c'est une partie, mais c'est une épargne qui est liée à la crainte par rapport à l'avenir, par rapport à la situation de l'emploi. Et s'il n'y a pas de confiance, eh ben cette épargne, elle ne sera pas utilisée, ni pour consommer, ni pour être orientée différemment que d'être gelée dans des comptes bancaires. Donc, je crois que c'est important de véhiculer ce message de confiance. On a une économie résiliente qui pourra repartir. Il va falloir accompagner par rapport aux difficultés qui ne manqueront pas d'arriver. Il y en aura. Il y aura des faillites. Tout a été fait pour qu'il y en ait le moins possible, hein. C'est clair. Et la politique actuelle avec ce qui a été mis en place dans le cadre du deuxième confinement ou ce qui est maintenant mis en place dans la loi de finances 2021 avec une partie subvention beaucoup plus importante comparativement à la première période, c'est surtout de la dette qui a été l'instrument. Voilà. Mais s'il n'y a pas cette confiance, ben c'est sûr que la reprise économique ne sera pas là. Je crois qu'il est important qu'il y ait ce discours positif aussi. Nebotcha, peut-être pour conclure, et ensuite je vous demande de conclure peut-être assez rapidement pour qu'on se donne ici 2 minutes pour relancer le système pour être plus opérationnel pour la deuxième table ronde. Donc quelques mots de conclusion. Je fais des mises à jour. Donc, j'aurais aimé conclure sur les statistiques suite au premier confinement, où on a 50% de nos adhérents qui ont réussi à stabiliser la situation d'un point de vue financier et comptable. On en a 19% qui ont souffert et on a 6% qui ont été fortement affectés et se posent des questions sur le futur de demain, sur leur avenir. Ça c'est les effets statistiques. De l'autre côté, je voulais aussi souligner un point qui souvent a été décrit, où on entendait sur la protection des consommateurs et autres, sur lesquels on est intermédiaire, on est rémunéré sur les frais d'intermédiation. Et aujourd'hui, ce sont ces frais d'intermédiation qui assurent la solidité financière de nos entreprises et qui ont permis de maintenir le contact avec les consommateurs, avec nos clients. Ça nous a permis d'être présents parce que de l'autre côté, on avait cette stabilité financière par ces frais de gestion. Et c'est ça qui fait que nos entreprises sont saines aujourd'hui et qu'on arrive à maintenir le cap et qui permettent de redémarrer demain. Si on était tous morts, parce que de l'autre côté, on n'avait pas cette stabilité de récurrence, il n'y a personne qui serait là pour accompagner les épargnants. Il y aurait une panique totale de ces gens-là et de ces clients-là. Et là où hier on nous disait attention, vous êtes rémunérés sur la récurrence, bah oui, effectivement, on a une situation qui est un petit peu complexe. C'est qu'on est payé par des intermédiaires pour représenter les intérêts de nos clients qui ont pris l'habitude de ne pas payer avec différents organismes autres financiers. Donc, si je pouvais conclure là-dessus, c'est que cette crise a permis de montrer que le modèle économique en France est le bon et qu'il faut persister là-dessus et il faut bien montrer qu'on est vraiment là dans l'intérêt des clients et qu'on agit en toute objectivité. Voilà. Merci à tous. Merci Frédéric, Marielle et Nebotcha. Et ne vous débranchez pas, même si on fait un peu de gymnastique, on revient tout de suite. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée. Merci à tous les trois.